Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'un des meilleurs cinéastes camerounais. Qui est en ce moment en Espagne et on ne peut pas le perdre. Suivez-nous. Monsieur Mitumba, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Sector 237. Bonjour et merci de me recevoir sur votre chaîne. On aimerait savoir comment vous avez passé d'être professeur d'allemand au cinéma. Écoutez, l'enseignement, c'est le métier que j'ai choisi d'exercer dans ma vie. Et le cinéma, c'est un métier de prédisposition naturelle. C'est le naturel. Et on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Donc, à un moment donné, le cinéma bouillonnait en moi parce qu'il était en moi. Et comme le champignon, il est sorti du sol et voilà, c'est sorti et ça a pris de l'ampleur et je suis là où je suis aujourd'hui parce que Dieu l'a voulu, parce que la nature l'a voulu, parce que j'ai travaillé pour être là. Vous avez plusieurs séries sur le marché, mais Foyer Polygamie est la série qui vous a fait connaître. Le succès, vous vous attendiez déjà ou alors vous avez été surpris? Non, je n'étais vraiment pas surpris, hein, parce qu'avant Foyer Polygamique, on était dans les déballeurs. On avait déjà fait une vingtaine de courts et longs métrages qui ont connu tous un grand succès, les courts et longs métrages tels le Masochiste, le Sardignam, les Terroristes, Campagne électorale, Tristesse Saint-Valentin, Super Chérie. On avait fait beaucoup de films avant et on était déjà populaires. Mais Foyer Polygamique est venu nous rendre vraiment des méga stars. C'est là où notre vie a vraiment changé et notre carrière aussi. C'est la série qui a vraiment boosté notre carrière et sur le plan national que sur le plan international. Et ça nous a révélé au grand public. Cela a permis de vraiment confirmer notre talent et surtout à moi particulièrement, ça m'a permis de prendre conscience que je peux aller loin. Et voilà, Foyer Polygamique, c'est vraiment je vais dire la clé de voûte. C'est la série qui nous a propulsés sur le plan national et international à la fois. Aujourd'hui, vous êtes l'un des plus grands promoteurs du cinéma camerounais. Ressentez-vous de la pression? Non, je ne ressens pas de la pression parce que je fais tout simplement mon travail et je m'attelle à bien le faire parce que je sais que le cinéma, même s'il est un art, c'est une activité économique. Donc le film est une marchandise. Donc je m'attelle à bien fabriquer ma marchandise pour bien la vendre sur le marché national et international. Donc j'ai pas trop je me mets pas la pression. Si je me mets la pression, je vais mal travailler. Je n'aime pas travailler sous pression. Et encore pour une création artistique, il faut se sentir libéré dans la tête pour pouvoir travailler. Bon, c'est vrai aussi que le public exige beaucoup de moi et même déjà de tous ceux qui font des œuvres artistiques. Quand tu produis une bonne œuvre, la suivante, les gens sont exigeants, ils veulent que tu fasses mieux. Et du coup, il faut se reculer et bien réfléchir et travailler à apporter un plus sur l'œuvre comparativement à celle qui a précédé. C'est un peu l'effort que je fournis chaque fois d'apporter un ingrédient en plus sur l'œuvre que je fais après. Si dans Foyer Polygamique, j'avais mis du Nyangsan, dans Ennemi Intime, j'ai dû mettre des persils que je n'avais pas mis. Et dans La Belle-Mère, on met un peu encore peut-être de ketchup pour pouvoir consommer ça à l'international, un peu de partout. C'est ça en fait. Depuis votre série Foyer Polygamie, un nom vous est poli sur le corps, Mitumba. Aujourd'hui, comment vous le recevez? Avez-vous souvent honte de ce nom? Comment vous le prenez? Comment les enfants le prennent à la maison? Comment la famille accueille ce nom? Je ne sais pas. Ce n'est pas depuis Foyer Polygamique, c'est depuis le lancement des déballeurs que officiellement je porte le nom de Mitumba.
Mais avant même les déballeurs, on m'appelait déjà Mitumba. Hein, parce que la petite histoire qu'on a sur Mitumba, c'est que moi, qui suis Bamileke de Bazou, je suis allé à Douala pour la première fois et à mon retour, du moins déjà à Douala, mon grand frère chez qui je suis allé en vacances m'a donné les Mitumba. J'en ai consommé, c'était la première fois. Et donc, à mon retour au village, j'en ai gardé à mes amis et ils se sont moqués de moi. Parce que pour eux, quelqu'un qui va à Douala doit rentrer avec du pain et la sardine et non avec du Mitumba. Donc, ils ont commencé à m'appeler Mitumba et quand j'ai commencé ma carrière artistique, j'ai bien choisi continuer à être appelé Mitumba. Donc, c'est comme ça la petite histoire. Et les enfants vous appellent Mitumba aussi? Non. Les enfants m'appellent par mon nom et je suis Ebenezer Kepombia. Bah, mais par moment, pour rigoler à la maison, ils disent bien Mitumba. Hein. Voilà, on rigole parce que. Pour vous titiller, Non, même pas pour titiller, parce que mes enfants aussi, ils sont comme leur père. C'est un peu des comédiens. On aime un peu titiller, si vous voulez, qu'on dise comme ça, mais on aime un peu cafouiller. Voilà, moi, j'ai plus ou moins introduit cette notion de vie dans la maison. Il faut qu'on vous intrigue. Pour que vous... Cette belle ambiance. Oui, ça crée une ambiance et ça vous donne la possibilité de surmonter les challenges de la vie. Ouais, vous comprenez? Parce que quand vous êtes quelqu'un qu'on n'intrigue pas, qu'on n'insulte pas tout le temps, bon, le premier jour on va vous insulter, vous risquez de mourir. Hein. Ouais. Voilà. Par exemple, quelqu'un comme moi, tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est la panique, c'est les insultes. On me lave, je bouffe les tontines tous les jours. Voilà. Mais ça me dit rien. Je suis même plutôt très content pour ça. Hein. Donc, c'est ça qui fait ma force parce que je ne réponds pas aux insultes. Je trouve même que c'est normal parce que mon père m'avait dit plus un arbre grandit, plus il prend du vent. Les courts arbres, quand le vent souffle, vous ne les voyez pas. C'est les longs arbres là que, voilà. Donc, c'est ceux qui ont travaillé qui reçoivent toujours des critiques. Si vous ne faites rien, personne ne va critiquer. On va critiquer quoi? Il faut poser des actes pour que les gens critiquent. On va vous louer, on va vous jeter des cailloux, on va vraiment même vous insulter pendant que d'autres vont vous aduler. C'est normal, c'est la vie d'un artiste. Quand on fait une œuvre d'art, elle n'est pas parfaite. Il y a des choses qu'on critique. Et par moments, les gens veulent que tu vives comme ils veulent aussi. C'est comme ça avec l'avènement des réseaux sociaux. On t'impose une façon de vivre. On dit que non, tu es une star, tu es un modèle pour les gens. Pour la jeunesse, tu dois avoir une certaine façon de te comporter. Oui, mais je ne dois pas me comporter pour plaire à la jeunesse et pour nuire à moi-même. Je vis pour moi, je ne vis pas pour les gens. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les stars sont en train de vivre une vie qui n'est pas la leur. Donc, ils paraissent, ils ne sont pas juste pour plaire au public. Moi, je ne veux pas plaire au public. Hein. Moi, je vis ma vie. Si ça vous plaît, applaudissez. Si ça ne vous plaît pas, prenez-moi comme un contre-exemple. Parce que quand on dit être modèle, c'est prendre quelqu'un parce qu'il fait des choses bien. Être modèle aussi, c'est prendre quelqu'un qui fait des mauvaises choses à partir. C'est un contre-exemple. On enseigne ça aux enfants. Si vous voulez réussir, ne faites pas comme Mitumba, par exemple. S'il a fait quelque chose de mauvais, ça devient aussi une source d'enseignement. Même si tu poses des mauvais actes. Même comme de façon synoptique, l'idéal est que on t'identifie par des bons actes, mais tu ne dois pas sacrifier ta vie pour ne pas manger les beignets haricots dans un beignettaria, parce qu'on va dire que Mitumba mange les beignets au bord de la route. C'est un modèle et tout. Ou bien pour ne pas avoir un deuxième ou un troisième bureau, parce qu'on va dire que non, Mitumba, c'est un modèle, il doit seulement être avec sa femme. Mitumba est un être humain. Vous comprenez? Dans vos films, vous êtes acteur, réalisateur, producteur. Scénariste, même pas moi. Scénariste, oui. Comment faites-vous pour jouer tous ces rôles? Ben écoutez, c'est une question d'organisation. C'est aussi une question de talent et même de don. Le talent, vous avez vraiment. Merci, si vous le dites. On ne peut pas le faire par fantaisie. Surtout quand on veut conquérir le monde. Surtout quand on sait que
ce qu'on fait, c'est une activité économique et on veut gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut être concurrentiel sur le marché international. Donc, du coup, je m'organise à être scénariste quand je vais écrire. J'oublie que c'est moi qui vais réaliser. Donc, j'essaie de sortir, de me concentrer à chaque rôle lorsque je fais ce rôle-là, justement. C'est-à-dire que quand il vient le temps d'écrire, dans ma tête, je ne suis que scénariste. Quand il vient le temps de réaliser, je ne suis que réalisateur. Quand il vient le temps de jouer, je suis acteur. J'oublie que c'est moi qui ai écrit. C'est mon assistant qui me dirige à l'instant. S'il dit monte, je monte. Et tout, je me concentre sur mon rôle et je donne ce que je peux donner. Et après, je me mets au-dessus de tout le monde parce que je suis le producteur, je suis celui qui met de l'argent, je suis celui qui définit la politique de l'exploitation de l'œuvre. Et du coup, voilà, il faut être, je me mets donc dans la peau de businessman. Celui qui cherche l'argent. Parce que c'est la différence entre un auteur et un producteur. L'auteur, lui, travaille avec passion. Le producteur, lui, travaille avec calcul. Je vais gagner combien? Alors que le réalisateur dit que je vais faire rêver combien de personnes. Je vais faire trembler combien de cœurs. C'est ça son objectif. Il veut que quand les gens regardent, qu'ils frémissent. Qu'ils frémissent en regardant. Mais le producteur veut que quand le film sort, l'argent entre. Voilà, c'est ça le problème. Il faut faire cette différence. Merci. Ça. Je vais parler de votre dernier film, Madame, Monsieur. Ma dernière série. Ma dernière série. Oui. On est à 2 saisons déjà. Comment se prépare la 3e saison? La saison 3 se prépare très bien. Nous allons partir en production dès le début du mois de janvier. Voilà, et on est en pré-production depuis des mois. Parce qu'on sait, on a pris du temps pour commencer la saison 3, parce qu'on sait que les gens nous attendent. Les gens attendent beaucoup de nous parce que les 2 premières saisons ont été un gros succès. Du coup, merci beaucoup. Du coup, il ne faut pas aller à la 3e saison avec précipitation. Il vaut mieux bien se préparer, même comme on sait que quel qu'en soit ce qu'on fera, il y aura toujours des insuffisances, mais on veut tout faire pour qu'à notre niveau, on ne sente pas de l'insuffisance. C'est des gens qui sont peut-être plus doués que nous, ou bien des gens qui ont plus de moyens que nous, qui verront des insuffisances. Nous-mêmes, on sait souvent qu'il y a des insuffisances dans nos œuvres. Hein. C'est toujours aussi parce que nous, on n'a pas les moyens de faire de grandes choses. Parce que par moments, les gens viennent nous critiquer qu'il fallait faire telle chose. Ils ne nous apprennent rien. Nous, on sait qu'il fallait faire ça, mais on n'avait pas les moyens pour faire ça là. On fait avec nos moyens. Vous comprenez? J'aimerais savoir comment est-ce que vous arrivez à détecter les acteurs dans le casting. Comment est-ce que vous vous retrouvez? Comment vous savez que celui-ci peut être un bon comédien, celui-ci peut être un bon acteur? Comment vous faites? En fait, c'est ça le casting. Le casting consiste à faire venir les gens et les éprouver, les passer à l'épreuve. On leur donne une épreuve, ils s'exercent. Bon, mais un bon réalisateur, un bon directeur de casting détecte très rapidement les prérequis des gens, les talents, les aptitudes des gens. C'est vrai que bien après, on passe à beaucoup de répétitions pour les mouler et faire sortir de ce que nous voulons. Mais le casting est comme un examen. Donc, il faut connaître pour pouvoir passer cet examen. Donc, on vous passe à une épreuve, vous montrez de quoi vous êtes capable et on vous recrute selon votre talent et selon la Bible des personnages. Parce que chaque scénario définit les caractéristiques, la philosophie, la psychologie des personnages qu'on doit recruter. Pensez-vous que le cinéma camerounais a des jeunes talents pour le futur? Énormément. Il y a tellement de talents au Cameroun. Il y en a tellement. Le futur peut se réjouir parce que il y a de la relève. Il y a des Camerounais très forts dans tous les domaines, hein, que ce soit dans l'actorat ou dans la réalisation, les effets spéciaux. Les jeunes sont très créatifs. Il ne manque que des opportunités pour pouvoir exprimer leur talent. C'est pourquoi que petit à petit, on donne de la chance aux nouveaux acteurs à chacun de nos projets. Même comme jusque-là, les gens trouvent qu'on n'en donne pas assez. Cela est une preuve qu'il y a beaucoup de talent.
bah, qui demandent. Sinon, les petits changements qu'on fait devaient satisfaire tout le monde, mais chacun veut venir exprimer son talent. Donc, du coup, et ils ont la chance aujourd'hui qu'il y a quelques petits centres de formation en jeu d'acteurs qui existent un peu de partout, qui leur permet d'améliorer leur talent et pouvoir très vite les lancer sur le marché du cinéma. Mais ce que je veux demander aux jeunes, c'est que dans le cinéma, il n'y a pas que l'actorat. Je ne sais pas pourquoi tout le monde ne s'intéresse qu'à l'actorat. On veut des scripts. Vous comprenez, on veut des directeurs de production, on veut des électriciens plateau, on veut des décorateurs du cinéma qu'on ne trouve pas, on veut même des maquilleurs vraiment cinéma, qu'il n'y en a pas assez au Cameroun. Tout le monde, à 99%, veut être acteur. En délaissant d'autres petits corps du métier. Et cela est un handicap pour le cinéma. Parce que si ce n'est que l'actorat qui se développe et que la technique, et que les décorateurs, on ne les voit pas, que les couturiers, on ne les voit pas, les stylistes, on ne les voit pas. Le cinéma, c'est le 7e art, c'est-à-dire le seul art qui regroupe tous les autres arts. Parce que dans le cinéma, on a l'art musical, l'art plastique, l'art culinaire, l'art vestimentaire. On a tous ces gens, tous ces arts-là qu'il faut rassembler et le mettre dans un seul. C'est pour ça que Madame, Monsieur a aussi connu un succès. On a fait des efforts que tous les autres arts se retrouvent là. C'est pour ça que dans des maisons, vous trouvez des beaux tableaux faits par des artistes plasticiens. Vous allez trouver des belles tenues faites par des stylistes. On trouve des bons mets faits par des bons restaurateurs. Vous comprenez? Donc, on regroupe tous les autres arts. Il y a de la belle musique dedans parce que chaque musique que vous écoutez dans Madame, Monsieur est une composition spéciale rien que pour la série. Ça permet de donner du travail à tous les autres corps de métier qui entourent le cinéma. Donc, il faut que les gens se forment dans ce métier-là. Nous, on cherche par moment des beatmakers. Pour faire rien que les beats pour le film, on ne voit pas. Il y a plein d'autres petits métiers qui peuvent vous permettre autant pour moi de gagner votre vie et de faire partie du milieu du cinéma. Que pensez-vous du cinéma africain de nos jours? Le cinéma africain se porte de mieux en mieux, surtout avec l'avènement du numérique. Il y a eu plus de facilité à s'acquérir les matériels de production. On peut même faire des films avec des téléphones. Cela n'était pas possible avant. Donc, il y a plus une facilité d'acquérir le matériel de nos jours et ça facilite le travail des cinéastes. Il y a Internet qui est venu, les gens peuvent se former eux-mêmes. Donc, le cinéma se porte bien, mais il a encore beaucoup de retard à l'image de l'Afrique elle-même. L'Afrique est en retard sur tous les plans, sur le plan de développement économique, le plan financier et même, je veux dire pas un développement urbain. Nos villes sont encore très mal construites avec des mauvaises routes et tout. Voilà. N'attendez pas que le cinéma se porte bien dans un pays où les hôpitaux vont mal ou bien les écoles vont mal. Ce n'est pas le cinéma qui seul va bien se porter. Le cinéma a l'image de la société dans laquelle il se produit. On vous a vu au stade du Real de Madrid. Oui. Et nous sommes à l'aube de la CAN. Quand vous regardez les stades comme le Santiago Bernabéu que vous avez vu, où vous êtes venu, et comparativement à nos stades, et nous sommes à l'aube de la CAN, vous pensez que le Cameroun devient déjà comme nos stades sont pareils que... Oui, je peux pas. Je n'ai pas été trop séduit par le stade Bernabéu. C'est gros, c'est vaste, c'est bien, vous comprenez. Mais au Cameroun, vraiment, ce n'est pas pour dire que le Cameroun est à la hauteur du Real. On a des... Si vous visitez le stade Japoma aujourd'hui, ce n'est pas trop loin du stade de Bernabéu ou du stade de Real de Madrid. Certes, il y a beaucoup de choses, d'autres ingrédients qu'on ne trouve pas là-bas, mais c'est un beau stade. Je ne veux pas qu'on compare l'Europe à l'Afrique. Vraiment, on n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes moyens, mais on fait de gros efforts déjà en Afrique. Oui, on se bat. On se bat vraiment. On a construit, vous avez parlé de la CAN, avec la CAN au Cameroun, on a construit de très beaux stades, de magnifiques stades d'ailleurs, et que je souhaite
que ces stades soient bien entretenus après la CAN. Comme ça, là, on aura un bon pays. On pourra même prétendre organiser la Coupe du Monde. Il y a vraiment des stades à la hauteur des stades internationaux. Ce qu'on veut seulement, c'est que les gens aient suffisamment de moyens, qu'on donne des moyens, qu'on travaille à ce que les gens aient les moyens de payer les billets pour aller au stade. Parce que les gros stades qu'on construit au Cameroun, si c'est pour que les oiseaux viennent regarder les matchs, ça va pourrir. Parce que les gens n'ont pas le moyen, le niveau de vie ne permet pas aux gens d'aller au stade tout le temps. Je crois que en plus de construire les stades, il faut améliorer les conditions de vie des citoyens pour qu'ils puissent aller au stade facilement, s'épanouir et pour que vive le football et tous les autres sports en Afrique. J'avais une question un peu pour les internautes. Voilà, parce que si je vous donnais un nom, Muriel Blanche par exemple, Oui. Comme les internautes tout le temps, vous essayez de vous titiller avec ce nom, avec cette très belle actrice. J'aimerais savoir quelle relation vous avez. J'ai déjà énormément répondu à cette question. Je suis un peu fatigué de répondre. Mais je respecte le public qui a toujours l'appétit de poser la question, même comme chaque fois on répond à ça et tout. C'est une grande amie à moi. C'est ma collaboratrice. Dans le cinéma, c'est ma main droite. Vraiment, c'est elle. Elle m'aide beaucoup dans mon travail. Elle m'allège les tâches parce qu'elle est l'une des rares comédiens qui va t'apporter son avis sur le scénario. Elle va t'apporter son avis sur l'image. J'étais même surpris qu'elle m'apporte souvent des avis, même sur l'étalonnage de la série. C'est dit qu'elle m'est très utile. Voilà, c'est pour ça que on est très soudés parce que on a les mêmes visions, peut-être pas les mêmes visions, on a les mêmes passions qu'est le cinéma. Et elle est une fille très battante. Et du coup, j'aime les travailleurs parce que je pense que le succès vient du travail. Et c'est pour cela qu'elle et moi, on s'entend bien. On est des amis intimes. C'est naturel que les gens posent trop de questions parce que c'est pas tous les acteurs qui font partie de l'équipe. Mireille fait partie de l'équipe de production de Chambéni Entertainment. Pas de Madame, Monsieur. Donc Chambéni Entertainment, c'est ma société de production. Ouais. Elle est comme les Emmanuel Wokam, les Noah, les Jasby, tous ceux-là qui constituent l'équipe de production. C'est eux qui pensent les projets. Vous comprenez? Ouais. Voilà. Bon, comme elle est en même temps actrice, par moment, les gens pensent qu'on lui donne trop de privilèges, mais on oublie ce qu'elle fait avant la production. C'est pas un privilège, elle mérite ce qu'elle a parce qu'elle travaille beaucoup pour cela. Je vais vous dire une chose que, pour l'instant, elle est la seule actrice qui sait ce sur quoi nous allons travailler après Madame, Monsieur. Nous, on est déjà en train de travailler parce qu'elle fait partie de l'équipe de production. Donc, c'est une amie, elle est très proche, c'est la famille, en fait, voilà. Voilà, nous sommes au thème de notre entretien. Nous vous remercions énormément de nous avoir reçus. Merci. Bon vent à vous et beaucoup de courage. Nous sommes fiers que vous soyez Camerounais et nous sommes fiers de tout ce que vous faites pour le cinéma camerounais, africain. Et nous comptons vous voir très très prochainement sur les continents européens, américains. Merci, c'est un plaisir. Merci de m'avoir reçu. C'est vrai que je commence un peu déjà à être sur le continent américain et même européen parce que ma série est diffusée sur des chaînes aussi européennes, hein, le IDF1, les chaînes typiquement françaises, TV Azteca au Mexique, la version espagnole de La Reine Blanche avait été diffusée au Mexique. Comme je suis en Espagne, j'espère trouver une chaîne de télévision qui pourra diffuser mes œuvres en espagnol. Bah, voilà. Donc, on essaie peu à peu de conquérir le monde. Madame, Monsieur est en train d'être doublé en anglais. On va conquérir, on va aller à la conquête du monde anglophone avec cette œuvre. C'est dit que on ne dort pas, on va aller loin. Hein. On a des dents d'ombre comme ça là. Mais c'est un succès total. Hein. Toutes mes félicitations encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci à tous nos auditeurs. Prenons rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et sur notre adresse web www.sector237.com.